Aujourd'hui, je vais tenter avec vous une expérience assez inédite sur la chaîne. On va parler d'art et de peinture en particulier, et on va suivre un fil rouge qui est une expérience qui m'est arrivée alors que je contemplais une œuvre d'art dans une exposition qui se déroule actuellement au Petit Palais et qui s'appelle Fernand Knopf, le maître de l'énigme. Alors je précise tout de suite que malheureusement, malgré les sommes que dilapide la municipalité en matière de clientélisme électoral, moi, on m'a pas proposé un chèque ou un virement bancaire pour faire la publicité de cette exposition. Donc si j'en parle, c'est de mon plein gré et pour le plaisir de partager ce qui m'est arrivé là-bas. J'étais donc en train de visiter cette exposition consacrée au peintre belge Fernand Knopf, qui est un peintre symboliste, un de mes mouvements de peinture préférés. Alors c'est pas que un mouvement de peinture, mais moi, c'est surtout de peinture que je parle quand je dis que le symbolisme est mon mouvement artistique préféré. Je connais pas les autres domaines dans lesquels le symbolisme s'est exprimé. Et j'arrive donc dans ce qui était, je crois, la deuxième ou la troisième salle de l'exposition, et je tombe nez à nez avec un tableau assez grand, de mémoire, je dirais 3 mètres par 3 mètres. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment vous dominer, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot. Un tableau intitulé Der Jagdhof, attendez, je vais le dire correctement parce que c'est du flamand. Der Jagdhofzeer, qui se traduit par le garde champêtre, à peu près, ou le garde forestier. Ça dépend quelle traduction tu vas avoir. Toujours est-il que c'est un tableau qui représente un garde quelque chose près d'un arbre qui attend. On ne sait pas ce qu'il attend. Il a l'air tout à fait immobile sur le tableau. Et quand je contemplais ce tableau, il m'est vraiment arrivé quelque chose de très inhabituel en matière de ressenti. Alors le premier élément, c'est que le tableau dépeint une situation tout à fait immobile. On a ce paysage avec ces petites haies, cette espèce de bocage, et puis on a ce garde qui est d'une stature tout à fait verticale, qui n'a pas l'air de se mouvoir. Il n'est pas représenté en train de marcher, par exemple, il est représenté en train d'attendre quelque chose, on ne sait pas quoi. Et il est comme ça un élément vertical dans le tableau qui dénote légèrement au niveau des couleurs, parce qu'il a cette veste un peu bleue, bleu vert, bleu haut, voilà. Vous décrirez la couleur comme il vous convient, qui réussit à ressortir légèrement du tableau qui lui est dominé par les verts totalement. Donc c'est un tableau qui peut paraître un peu monotone, dans le sens où il n'y a pas des gros contrastes au niveau des couleurs, et en même temps, le garde ressort comme ça, par sa veste, par son pantalon foncé, par le fait aussi qu'il soit la seule présence humaine dans le tableau. Et j'ai commencé à regarder ce tableau en me disant d'abord, c'est pas très joli parce que les couleurs sont un peu tristouilles, c'est un tableau qui est littéralement un peu glauque, au sens premier du terme, et pourtant, passé cette première impression, en regardant ce tableau qui est immobile, j'ai eu vraiment une impression de tridimensionnalité, dans le sens où il y a vraiment une profondeur. Alors évidemment, là, sur la petite vidéo YouTube, ça rend pas, vous avez l'image qui apparaît à la taille de votre écran, et non pas en 3 par 3 devant vous, vous pouvez pas avoir l'impression d'être petit devant le tableau, mais de par notamment sa dimension, il y a vraiment quelque chose qui permet de ressentir la profondeur du paysage qui est peint, et il y a un paradoxe qui se crée entre l'immobilité du tableau et la profondeur, qui fait que moi j'avais l'impression de presque pouvoir pénétrer dans le tableau, de pouvoir être happé par lui en quelque sorte. Alors ce que je vous dis est très subjectif, je suis absolument pas en train d'affirmer que quiconque va regarder le tableau de Knopf va ressentir la même impression, va avoir les mêmes sensations corporelles. J'ai l'espoir, à propos de ma chaîne YouTube, que ce qui vous rassemble ici, c'est notamment le fait que vous n'êtes pas des humains d'élevage, ou en tout cas que vous êtes en train de travailler sur vos différents conditionnements. Donc, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, soit de par leur capital culturel, familial, soit par des cheminements individuels, a déjà l'habitude d'aller dans des musées, d'aller regarder des œuvres d'art qui peuvent sembler académiques sur le papier, et je ne pense pas que je vais forcément jouer un rôle d'initiateur sur cette pratique consistant à aller visiter des expositions ou se rendre dans un musée pour admirer les œuvres de l'exposition permanente. Néanmoins, je voudrais utiliser cette vidéo et cette anecdote très personnelle pour expliquer qu'il y a plusieurs manières d'apprécier une œuvre d'art
et notamment dans une discipline aussi académique et ancienne que la peinture. Il y a deux premières manières qui passent par une forme d'érudition. La plus évidente, évidemment, c'est l'appréciation d'une œuvre à la lumière de l'histoire de l'art, et donc à la lumière de vos connaissances en matière d'histoire de l'art, en matière de courant artistique, et de quel peintre a influencé quel autre peintre, etc. Donc si tu vas admirer un tableau de Salvador Dali, parce qu'à Paris, par exemple, il y a un musée Dali dans le quartier de Pigalle, eh bien, si tu connais ton histoire de l'art, tu sauras que les peintres surréalistes, dont Dali fait partie, étaient eux-mêmes influencés par le symbolisme dont Fernand Knopf fait lui aussi partie. Le problème, c'est qu'à moins d'avoir fait des études en histoire de l'art, on n'est pas forcément compétent en la matière et on n'a pas forcément tous les éléments. Je vous renvoie, pour ceux qui ne sont pas au courant, à l'interview de Alt 236. Quentin, le créateur de la chaîne Alt 236, a gentiment accepté que je l'interviewe et notre entretien est publié sur mon site depuis à peu près une semaine. Une interview très longue et très dense, dans laquelle il mentionne notamment, quand je lui dis qu'il est vulgarisateur, le fait que lui ne se considère pas comme vulgarisateur, parce qu'en fait, certes il est passionné par les images, mais il n'est pas très calé en histoire de l'art, sur vraiment l'aspect chronologique, quel mouvement succède à quel mouvement, quel peintre est né à quelle époque, etc. Il va pas te sortir ça de mémoire. Voilà, c'est un petit passage comme ça dans l'entretien, donc si ça peut au passage vous donner envie d'aller le lire, je vous invite évidemment à consulter cet entretien qui m'a demandé beaucoup d'énergie, puisque on s'est entretenu pendant 2h30 avec Quentin, donc ça faisait pas mal de contenu. J'en profite pour remercier une amie qui m'a aidé à transcrire l'interview, enfin c'est pas qu'elle m'a aidé, c'est qu'elle a transcrit l'intégralité de l'interview avant que, après, je coupe des bouts et que je le mette en forme pour le rendre digeste. Donc, un grand merci à elle qui se reconnaîtra. Donc, il y a la question de l'histoire de l'art, cette première manière d'apprécier une œuvre d'art, pouvoir relier les points entre eux, pour paraphraser une célèbre citation de Steve Jobs, mais c'est une approche qui nous limite parce que, il y a tellement de choses à étudier dans le monde que tu peux pas forcément être très calé en histoire de l'art. La deuxième manière d'apprécier une œuvre d'art, c'est tout simplement la technicité. Et pour ça, t'as pas besoin de connaître l'histoire de l'art, t'as pas forcément besoin d'avoir des repères chronologiques très précis et des listes de noms, des inventaires à la Prévert de noms de peintres. Il te suffit tout simplement d'être toi-même un pratiquant de la discipline. Mais il y a une troisième manière d'apprécier une œuvre d'art qui n'implique pas d'avoir une culture en histoire de l'art et qui n'implique pas non plus d'avoir soi-même pratiqué la discipline. Sinon, ça serait quand même vachement limitant. Déjà, la plupart des gens qui vont voir des films n'ont jamais essayé de faire des films, donc ce serait quand même un petit peu étrange qu'on ne puisse pas apprécier une œuvre d'art à partir du moment où on ne pratique pas la discipline en question. Cette troisième manière d'apprécier une œuvre d'art, c'est ce que j'appelle le style libre. C'est tout simplement les associations d'idées. Quand je me suis retrouvé face à ce Der Jagdhofseher de Fernand Knopf, à part le fait que je savais qu'il était symboliste, j'avais pas beaucoup d'éléments auxquels me rattacher. Évidemment, je sais que je dessine très mal, puisque moi j'en suis au stade des bonhommes bâtons, donc je peux me dire que il y a une certaine virtuosité dans la représentation des détails du paysage. Mais je ne peux pas apprécier cette virtuosité avec la plus grande précision parce que je suis pas assez avancé en fait. Je suis trop débutant, je suis trop inexpérimenté en matière d'art plastique. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de laisser un certain ressenti émotionnel advenir, de prendre le temps de regarder l'œuvre d'art. Je vous ai dit dans ma vidéo où je parlais de mes 10 erreurs d'entrepreneur, je vous ai expliqué que j'avais travaillé il y a quelque temps dans un musée. Et en fait, en travaillant dans ce musée, j'ai été amené à contempler pendant des heures certaines œuvres d'art. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un temps d'imprégnation. Alors ça peut être aussi un biais cognitif. C'est quelque chose que connaissent les vendeurs, et notamment les vendeurs de vêtements. C'est que lorsque tu es indécis et que tu essayes un vêtement, que le vêtement ne te fait pas hurler d'horreur, je te parle pas d'acheter des trucs qui te plaisent pas, je te parle d'être indécis, de te dire « ouais, c'est pas mal, mais est-ce que c'est bien ?» Plus tu vas porter le vêtement, plus tu risques de l'acheter. C'est tout simplement une manifestation de l'effet de dotation dont j'ai d'ailleurs parlé sur mon autre chaîne qui s'appelle « Comment oublier son ex ». J'ai fait une petite vidéo exprès, entièrement, je parle plus français, consacrée à l'effet de dotation. On retrouve un petit peu ce principe, mais c'est pas vraiment de la dotation quand tu regardes une œuvre d'art, parce que tu vas pas repartir avec, tu vas pas cambrioler le musée. En fait, en prenant le temps, tu
Tu prends conscience de certains détails que tu n'avais pas remarqués. Tu prends le temps aussi de te laisser pénétrer par l'œuvre, ne faites pas de blagues dans les commentaires s'il vous plaît. Tu prends le temps d'être questionné, y compris le temps de ne pas l'aimer, de te dire ah mais j'aime pas cette œuvre, pourquoi est-ce que j'aime pas cette œuvre après tout? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? À quoi ça me fait penser? Eh bien, tu vas avoir un rapport à l'œuvre différent et beaucoup plus riche que si tu arrives et tu dis ouais, j'aime bien, j'aime pas, ok, œuvre suivante. Alors j'ai l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais je vous prie de croire que dans les musées, vous voyez parfois des gens qui parcourent le truc au pas de course. Et je suis pas en train de vous dire qu'il faut vous forcer à rester trois plombes devant toutes les œuvres. Je suis en train de vous dire que quand vous sentez qu'il se passe quelque chose, ça peut être intéressant de laisser le temps à votre ressenti tout à fait personnel, subjectif et non érudit de se déployer. Et le dernier élément que je voulais aborder sur le style libre, ce sont les associations d'idées. Moi, il m'est arrivé un truc extrêmement bizarre avec ce tableau du garde champêtre, c'est qu'en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce jeu vidéo PC sorti dans les années 90 qui s'appelle Alone in the Dark et qui a été développé d'ailleurs par Infogrames. Et le plus drôle dans cette affaire, c'est que je n'avais pas d'explication claire, j'en ai toujours pas d'ailleurs, sur pourquoi je me suis mis à penser au jeu Alone in the Dark au moment où je contemplais ce tableau. Alors ça m'est pas venu tout de suite, hein, il m'a fallu un petit moment justement de contemplation. Je pense que la couleur de la veste du garde m'a peut-être évoqué la couleur du costume de Edward Carnby, qui est le protagoniste masculin qu'on peut interpréter dans Alone in the Dark, hein, sachant qu'on pouvait jouer une femme, mais que comme son allonge était réduite, tout le monde jouait avec le garçon, hein, voilà, c'était déjà l'oppression systémique. Je soupçonne aussi que la verticalité du garde, qui a l'air immobile et qui a donc l'air un petit peu rigide, m'a peut-être fait penser aux polygones qui servait à modéliser les personnages dans Alone in the Dark, qui du coup avaient une certaine rigidité dans leur manière de se mouvoir, etc. Je n'ai pas plus d'explications, j'ai pas forcément envie de trouver la réponse absolue, je trouve ça intéressant de laisser le cerveau comme ça t'emmener vers des paysages qui n'ont rien à voir. Alors, dans cette vidéo, je me consacre uniquement à ce tableau du garde champêtre, je vais pas détailler, mais je vais quand même vous mettre à l'image un tableau qui s'appelle Requiem. Là encore, association d'idées en lien avec certains pans de la pop culture. Quand j'ai vu ce tableau, j'ai immédiatement pensé à Berserk. Franchement, le personnage qui en fait est tiré d'un modèle féminin, mais ça se voit pas sur l'image parce qu'il n'a pas de poitrine, et ça pourrait très bien être un garçon, ce personnage m'a fait penser à Griffith. Clairement, le noir et blanc, le côté hyper chargé de l'église byzantine qui sert de fond, cette toge, etc. Moi, j'ai pensé tout de suite à Berserk. Et c'est un peu la conclusion que je voulais donner à cette vidéo, qui peut sembler inhabituelle sur la chaîne, mais si vous connaissez ce que je prône, notamment dans la newsletter, vous voyez très bien la pertinence d'avoir un rapport à l'art, d'entretenir un rapport d'émerveillement et de contemplation avec des œuvres d'art. Et puis comme j'ai parlé de Bilal Hassani dans la précédente vidéo, j'avais envie de parler d'œuvres d'art un petit peu plus qualitatifs. Je mettrai en lien dans la description une émission de France Culture qui parle de Fernand Knopf justement à l'occasion de l'exposition. Pour ceux qui ne peuvent pas aller à Paris, ceux qui n'ont pas le budget, parce que c'est à peu près 13 € l'entrée, ceux qui ne veulent pas, ceux qui ont peur de la foule, ceux qui ont loupé l'exposition et qui voient la vidéo plus tard, eh bien, je crois qu'il a des toiles qui sont exposées en Belgique, c'est le cas aussi pour Jean Delville, et puis il y a un musée Salvatore Dali à Paris, il y a tout un tas de potentialités pour trouver des œuvres qui ont une part de fantastique en eux. Même si vous allez au Louvre, vous pouvez aller regarder le Pandémonium, qui est là encore une œuvre que j'aime beaucoup, et pourtant elle n'appartient pas au style symbolique du tout, hein, au style symboliste, mais c'est une peinture qui peut avoir comme ça un potentiel évocateur, parce que ça parle de choses mythologiques, ésotériques, religieuses, etc., et qui peuvent nous donner un petit peu finalement de magie, sans superstition, juste de la magie esthétique, de la magie dans les associations d'idées, parler d'une certaine manière à notre métasystème violet, et je crois que c'est la conclusion de la vidéo en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, même si elle te paraît bordélique ou que tu as l'impression qu'elle dénote complètement avec la ligne éditoriale de la chaîne. L'art, ça fait partie de l'hygiène de vie, ça fait partie du développement personnel, ça fait partie des leviers que tu peux avoir pour ton épanouissement, pour ton bien-être, que ça soit évidemment la création, qui est un truc hyper intéressant sur le point de vue cognitif, mais aussi tout simplement la contemplation des œuvres d'art, et j'avais vraiment envie de faire passer à ceux qui n'ont pas déjà ce réflexe-là, l'idée que les musées, c'est pas réservé aux vieilles dames acariâtres du 7e arrondissement de Paris, que tu peux te connecter
et que tu n'as pas besoin de connaître le dictionnaire par cœur pour apprécier une œuvre de peinture académique, entre guillemets, c'est-à-dire autre chose que de l'art contemporain ou autre chose que du street art. Donc tu peux t'approprier ça, ça ne te dispense pas de te documenter sur l'histoire de l'art si tu as envie d'en savoir plus. Pour ma part, je vais écouter le podcast de France Culture consacré à Fernand Knopf pour savoir rétrospectivement ce que j'ai vu là-bas, mais tu peux apprécier les œuvres sans cet aspect de culture, enfin d'érudition un petit peu plus analytique et historique. Les pouces, les commentaires, tu connais la chanson des youtubeurs, référencement, abonnement, etc. Tu peux t'abonner à ma newsletter si tu veux du contenu exclusif tous les mois qui parle de psychologie, biologie, créativité et entrepreneuriat. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.